Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Au Gabon, la présidente de la Cour d'appel, Paulette Ayomba Akoli, a été suspendue. Elle avait jugé recevable la plainte du mouvement Appel à agir contre le président Ali Bongo. Au Kenya, le plus grand parc éolien d'Afrique est opérationnel. D'une capacité de 310 MW, il produit plus de 15% des besoins en électricité du pays. Et enfin au Maroc, le tourisme affiche une hausse de 6,6% par rapport à 2018. Le Royaume a accueilli 5,4 millions de touristes internationaux entre janvier et juin 2019. Mais tout d'abord, au Cameroun, le procès de Maurice Kamto a été fixé au 6 septembre. Il est jugé pour insurrection et hostilité contre la patrie. Maurice Kamto avait été arrêté le 26 janvier 2019 aux côtés de plusieurs opposants lors d'une manifestation organisée par son parti, le RMC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Une manifestation planifiée pour protester contre la victoire du président Paul Biya, qu'il considère comme un hold-up électoral. Selon l'avocat de Maurice Kamto, plusieurs de ses partisans seront également jugés en même temps que lui. Au Gabon, la première présidente de la Cour d'appel de Libreville a été suspendue de ses fonctions ce mardi 20 août par le ministre de l'Intérieur et de la Justice. Paulette Ayomba Akoli avait jugé recevable la plainte des membres du mouvement Appel à agir. Le mouvement avait saisi la justice pour obtenir une expertise médicale du président Ali Bongo, un examen destiné à déterminer si le président est véritablement apte à gouverner malgré son état de santé. Viviane Baoken. Paulette Ayomba Akoli, la première présidente de la Cour d'appel de Libreville, a été suspendue de ses fonctions ce 20 août 2019. Décision du secrétaire général de la chancellerie du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Même si les motifs de cette suspension n'ont pas été clairement notifiés, les observateurs y voient une sanction politique. Si vous voulez, le monstre montre son visage. C'est vraiment sans surprise que nous avons reçu cette décision. On s'attendait à quelque chose, voyez-vous. On a entendu l'avocat d'Ali Bongo dire au sortir du tribunal le 12 août dernier: par tous les moyens, nous empêcherons que cela se fasse. Ben oui, voilà, nous y sommes. En juillet 2019, c'est cette présidente qui a jugé recevable la requête du collectif Appel à agir aux fins d'expertise médicale à l'endroit du chef de l'État. La défense du président Ali Bongo et le collectif Appel à agir avaient donc rendez-vous devant les tribunaux. Cette suspension, selon le collectif, a pour vocation de bloquer le procès. Nous avons été appelés à l'audience de plaidoirie le 26 août contre M. Ali Bongo. Et nous irons le 26 août au palais de justice de Libreville, à la cour d'appel, pour l'audience de plaidoirie. Je suppose que si Mme Akoli a été suspendue de fonction, la décision qu'elle a prise a été prise par un collège de 3 magistrats. Nous sommes déjà surpris de voir qu'il n'y a qu'un seul magistrat qui est suspendu. Mais en même temps, je pense que la justice doit continuer à fonctionner et qu'un autre magistrat viendra à la place de Mme Akoli pour que cette audience de plaidoirie ait lieu. Le collectif Appel à agir qui a introduit devant les juridictions du Gabon une plainte pour déterminer la capacité ou non du chef de l'État Ali Bongo à exercer ses fonctions après son accident vasculaire cérébral n'entend pas s'arrêter en chemin malgré la suspension de la présidente de la Cour d'appel de Libreville. Ce mercredi 21 août, les présidents rwandais Paul Kagame et ougandais Yoweri Museveni ont signé un mémorandum d'entente, un accord qui pourrait conduire à une potentielle sortie de crise après des mois de tensions entre les deux pays. L'accord stipule que les deux signataires doivent s'abstenir de toute action de nature à déstabiliser ou à subvertir le territoire de l'autre partie, des actions telles que le financement, la formation et l'infiltration des forces déstabilisatrices. Au Mali, près de 3,3 milliards de francs CFA vont être répartis entre 66 partis politiques, un financement prévu par la charte des partis politiques qui correspond à 0,25% des recettes fiscales du budget du gouvernement. Pour autant, cette aide est controversée, notamment par certains responsables de presse. Ils la considèrent comme discriminatoire et disproportionnée par rapport à l'aide publique à la presse. Un sujet réalisé par Farba Maroun.
66 partis politiques au Mali vont se partager près de 5,7 millions de dollars, soit environ 3,3 milliards de francs CFA, au titre de l'aide financière de l'État. Un montant fixé conformément à la charte des partis politiques qui prévoit une aide correspondant à 0,25% des recettes fiscales du budget de l'État, d'après le ministre malien en charge de la communication, Yaya Sangaré. Les conditions de vie des populations sont dégradées. Vous avez un flux important de Maliens qui vivent dans les camps de réfugiés en Mauritanie. Vous avez les accords d'Alger où il n'y a pas de perspective. Le secteur privé aujourd'hui est sinistré par le poids de la corruption. Les inégalités sociales continuent à se creuser. Donc, autant de facteurs endogènes qui font qu'aujourd'hui, la question que nous nous posons, est-ce que cet argent qui a été destiné évidemment à ces partis politiques incarne réellement la légalité et la légitimité? Cette aide suscite toutefois la polémique. Certains responsables de presse au Mali la jugent discriminatoire et disproportionnée par rapport à l'aide publique à la presse. Depuis 2013, celle-ci est fixée entre 200 et 300 millions de francs CFA par an, une somme destinée à plus de 200 organes de presse privés. Ces partis n'existent que lorsqu'il y a élection et lorsqu'il y a un fonction de gouvernement. Et ces partis n'ont aucun impact sur la vie de la nation parce qu'il n'y a pas de formation des militants, il n'y a pas de délégation citoyenne auprès des populations. Et face à cette situation, pour nous, les hommes des médias, nous ne jugeons pas à la fois légitime et efficace d'apporter cet argent à des partis qui n'existent que des noms ou qui sont gérés par 2 ou 3 individus. La charte des partis politiques a été établie par une ordonnance du comité de transition pour le salut du peuple le 10 octobre 1991. La mission militaire de la CEDEAO en Gambie a été prolongée, une décision prise lors de la réunion des États membres en juin 2019. Dénommée ECOMING, cette mission avait été mise en place depuis le janvier 2017, période où Yahya Jammeh avait refusé de céder le pouvoir au président élu, Adama Barrow. Les soldats de la CEDEAO avaient été déployés au sein du pays pour forcer le départ de l'ancien président. 22 millions d'euros avaient été octroyés pour appuyer cette mission. Une contribution financière de l'Union européenne qui n'a pour le moment pas encore été sollicitée pour financer cette mission prolongée jusqu'en mars 2020. Le plus grand parc éolien d'Afrique est officiellement opérationnel. La centrale de 310 MW a été inaugurée le 19 juillet 2019 par le président Uhuru Kenyatta. Situé au nord du Kenya, le parc est composé de 365 éoliennes et produit plus de 15% des besoins en électricité du pays. Les précisions de Ange Bijou Nomenio. Opérationnel depuis juillet 2019, le plus grand parc éolien d'Afrique capable de fournir 310 MW au réseau national du Kenya prévoit augmenter de 13% l'approvisionnement en électricité du pays et réduire les coûts d'électricité pour les consommateurs. Ce projet de 680 millions de dollars représente le plus grand investissement privé de l'histoire du Kenya. Après l'achèvement de l'interconnexion de transmission en septembre 2018, nous sommes entrés en exploitation le 24 septembre. Depuis cette date, nous avons maintenant produit une énergie qui a permis aux consommateurs kenyans d'économiser 8,5 milliards de shillings en ajustement du coût du carburant qui aurait autrement été imputé au tarif de la consommation. Le Kenya produit déjà l'essentiel de son énergie grâce à l'hydroélectrique, la géothermie ou l'éolien. Pour le pays, ce nouveau parc s'inscrit dans le cadre de sa volonté de produire 100% de son énergie grâce à des sources renouvelables d'ici à 2020. Au cours de la journée, nous produisons entre 15 et 17% de l'énergie du Kenya, ce qui représente une forte demande. Pendant la nuit, nous produisons jusqu'à 30% de l'énergie du Kenya. Avec un taux national d'électrification de 75%, seulement 37% de la population rurale au Kenya bénéficie de l'électricité. Néanmoins, le pays a fait de grands progrès dans les énergies renouvelables au cours des dernières années et est considéré comme l'un des rares pays africains à progresser sur la voie d'une énergie propre. Au Maroc, le tourisme est en bonne santé. Le royaume a accueilli 5,4 millions de touristes internationaux, une hausse de 6,6% par rapport à 2018. Une évolution qui profite aussi aux établissements hôteliers, bien qu'une grande partie des touristes préfèrent passer par la plateforme Airbnb. L'objectif des 20 millions de touristes d'ici 2020 reste cependant impossible à réaliser. Un sujet de la rédaction.
5,4 millions de touristes internationaux ont visité le Maroc entre janvier et juin 2019. Une hausse de 6,6% par rapport à 2018 selon les données de l'Observatoire du tourisme. Une industrie touristique en pleine forme qui a permis de générer plus de 32,7 milliards de dirhams, soit une progression de 4,8% par rapport à juin 2018. Cette hausse peut s'expliquer par les investissements sur lesquels se sont engagés les organismes de tourisme et l'État marocain. Il faut savoir qu'au Maroc, des investissements importants ont été réalisés pour améliorer les capacités en termes de nuitées hôtelières. Il y a un développement d'une nouvelle offre, notamment le renforcement de l'offre balnéaire et l'ouverture via cette offre à des clients qui sont de cibles différentes, que ce soit une clientèle particulière, mais également une offre business. Cette hausse profite également aux établissements hôteliers. L'OTM indique en effet qu'un total de 11,46 millions de nuitées a été payé. 72% des touristes étrangers ont été à l'origine de ce chiffre, puisqu'ils ont cumulé plus de 8,3 millions de nuitées. Mais beaucoup d'entre eux sont passés par la plateforme Airbnb. Les touristes qui réservent via Airbnb sont aujourd'hui hors radar des autorités en charge du développement touristique. Pour moi, ce n'est pas un problème en soi, puisque c'est une offre qui aujourd'hui se développe partout dans le monde et avec une cible particulière qui est à la recherche de ce type de prestations. Et donc, si elle ne trouve pas ce type de prestations au Maroc, elle ira les chercher ailleurs. D'ici 2020, le Royaume souhaite atteindre les 20 millions de touristes, un objectif impossible à réaliser selon les experts. Le ministère du Tourisme prévoit donc la publication d'une nouvelle feuille de route d'ici quelques mois. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.